Merci beaucoup d'être présent et fidèle à ces entretiens Jean-Jacques Rousseau. C'est donc le troisième de ce semestre et le dernier de l'année. C'est moins surprenant. Et on se retrouvera donc l'année prochaine pour continuer. Alors, comme vous le savez, ces entretiens ont pour vocation de prendre Rousseau de prendre l'œuvre et la pensée de Rousseau sur un point de débat actuel, dans l'état d'esprit suivant, c'est-à-dire essayer de montrer ce qui dans son œuvre fait tension encore, de manière à rejaillir, si j'ose dire, sur l'actualité de certaines problématiques, non pas tant pour actualiser Rousseau, qui n'en a pas besoin, mais pour essayer de comprendre plutôt si des problématiques contemporaines ne pourraient pas être éclairées en retour par l'intelligence que des spécialistes de l'œuvre de Rousseau nous permettent d'acquérir sur ces textes. Et donc ce soir, on s'est donné comme objet un objet qui peut paraître paradoxal aux non-rousseauistes, c'est-à-dire Rousseau et l'économie, puisque de même que lors de l'entretien précédent, nous avions essayé de déconstruire la thèse selon laquelle Rousseau avait tourné le dos radicalement aux sciences, court le bruit, favorisé peut-être par certains extraits de Rousseau lui-même, que la position de Rousseau quant à l'économie serait de divorce, de rejet, et que, préférant l'ordre des hommes à l'ordre des choses, il considérerait l'ordre économique comme une catastrophe qui survient dans l'ordre des hommes. Alors, je dois dire que ce soir encore, pour affronter la question, on a vraiment les spécialistes de la question, c'est-à-dire ceux qui ont contribué, du moins en langue française, à rénover cette question et à lui donner son site et sa formulation, disons, conceptuelle la plus tendue. Et donc je suis très heureux d'accueillir avec vous, de droite à gauche par rapport à moi et pas par rapport à je ne sais quel échiquier politique, Catherine Larère, Céline Spector et Yves Vargas. Alors on va maintenir la formule classique, si vous le voulez bien, c'est-à-dire qu'on va entendre les orateurs pour des conférences qui dureront entre 20 et 25 minutes, et on gardera les questions pour la fin. On ne fera pas de questions entre chaque intervention. Et donc, voilà, je vous ai fait distribuer une petite bibliographie assez succincte de nos orateurs. Je les présente vraiment rapidement pour leur laisser le plus de temps possible. Catherine Larère, qui va donc parler en premier, professeur Catherine Larère, non ? En dernier ? Oui, d'accord. Mais je commence par toi, si ça ne dérange pas. Oui. Catherine Larère donc, est professeure à l'Université de Paris 1. Elle a publié un très grand nombre d'ouvrages sur deux questions dont l'articulation en fait forme le cœur de son œuvre. D'une part, l'histoire des théories politiques et économiques à l'âge moderne. Elle est l'auteur d'un livre qui a énormément compté pour tous ceux qui se sont intéressés à cette question, la question de l'économie, puisqu'elle a publié en 1992, un livre important qui s'appelle « L'invention de l'économie, du droit naturel à la physiocratie ». Et l'autre pôle de son intérêt, de son œuvre, concerne, disons, la question de l'environnement, la crise environnementale. Ce n'est pas deux questions qui sont évidemment disjointes, mais l'articulation qu'on leur propose est vraiment le prix de sa pensée. Et on peut indiquer, notamment après un livre intitulé « Les philosophies de l'environnement » de 1997, un livre important intitulé « Du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement », qui avait été publié une première fois à la fin des années 90 et qui a été republié en Garnier-Flammarion en 2009. À sa gauche, donc Céline Spector. Les liens entre Céline Spector et Catherine Larère sont nombreux et anciens. J'ai oublié de dire, mais pardonne-moi Catherine, que Catherine Larère est aussi une spécialiste de Montesquieu. Et c'est comme vraiment spécialiste française de Montesquieu que Céline Spector, qui est professeure à l'Université de Bordeaux, s'est imposée. Elle a publié pas moins que 4 livres consacrés à Montesquieu. Le dernier, Montesquieu, Liberté, Droit et Histoire, publié chez Michalon en 2010. Mais il y avait eu avant un premier livre sur les lettres persanes, un livre en 2004 sur Montesquieu, Pouvoir, Richesse et Société, un livre
qui a remporté un prix d'ailleurs de l'Académie des sciences morales et politiques consacré à l'émergence de l'économie politique chez Montesquieu. Donc on voit bien la cohérence avec ce qu'elle va proposer ce soir. Et puis tout récemment, et je suis bien heureux de pouvoir le présenter, un livre consacré à Rousseau, qui correspond parfaitement, pardonne-moi de le dire, à l'esprit de nos rencontres, au prisme de Rousseau, usage politique contemporain de Rousseau, publié donc à la Voltaire Foundation cet été, à la fin de l'été 2011. Et enfin, Yves Vargas, qui, en publiant, je crois, Yves, que c'était en 96, l'économie politique, le livre sur l'économie politique, 87, donc il y a 24 ans, a relancé un petit peu la carrière de ce texte. Et donc il a fait beaucoup pour la reconnaissance du discours sur l'économie politique, qui était l'article que Rousseau avait consacré à l'économie politique dans l'encyclopédie. Alors les travaux de Yves Vargas sur Rousseau sont tout à fait importants. Il a publié au moins 3 livres sur Rousseau, qui sont tous importants. Rousseau et l'énigme du sexe, dans la collection Philosophie. Une introduction tout à fait importante à l'Émile, qui était en fait le premier ouvrage monographique consacré à l'Émile en français. Et puis, plus récemment, un livre dont il m'a dit qu'il était en train de travailler à la republication, Les promenades matérialistes de Jean-Jacques Rousseau, au temps des cerises, qui est une maison d'édition dans laquelle il a assuré aussi la publication de plusieurs dossiers, dont notamment un pensée Jean-Jacques Rousseau. Donc, on a des spécialistes de Rousseau, on a des spécialistes de l'économie, et donc il me semble que pour parler de Rousseau et l'économie, on est dans de bonnes mains. Voilà. Yves, c'est à vous. Comment ça marche, ça ? Il faut simplement appuyer, je crois. Si c'est rouge, c'est bon, si j'ose dire. Allez-y, parlez. Non. C'est bon là ? Ouais. D'accord. Je me propose d'avancer 2 ou 3 remarques sur ce que Rousseau appelle le système de finance. Permettez-moi une digression inaugurale, une anecdote intempestive. Il y a quelques mois, lors d'une réunion à Bruxelles sur les questions de la monnaie européenne, un intervenant a déploré que, je cite, « les gouvernements sont vraiment trop apeurés par leur opinion publique ». Pour éviter que les gouvernements ne soient enclins à suivre peureusement la volonté du peuple, on a proposé de dépêcher des commissions de techniciens qui pourraient agir sans se préoccuper des résistances. S'il faut être sourd à la clameur, au murmure du peuple, comme on disait au XVIIIe siècle, quelles sont donc les voix qu'il faut écouter ? La réponse est « les marchés le réclament ». Les marchés financiers réclament donc qu'on applique des mesures sans se soucier de la volonté du peuple, ce qui signifie que l'économie doit soumettre la politique et la façonner à sa guise. Paradoxalement, le néolibéralisme rejoint le marxisme et affirme que la politique est une superstructure qui n'a d'autre base que l'économie. Mais je m'égare peut-être. Revenons à Rousseau et à son système de finances. Dans le vocabulaire de Rousseau, le système de finances englobe plusieurs éléments solidaires. La monétarisation des échanges nationaux et du commerce extérieur, l'essor de la production manufacturière et la multiplication des produits de luxe. Bref, un ensemble de marqueurs de la société capitaliste naissante qui réunit le commerce et le crédit et qui se répand dans toute l'Europe à partir de la Hollande et de l'Angleterre. Pour Rousseau, l'argent est chargé de tous les maux. C'est un mal moral, politique et économique. Moral. Un gouvernement est parvenu à son dernier degré de corruption quand il n'a d'autre nerf que l'argent. Politique. Un État riche en argent est toujours faible. Économique, enfin. Il ne faut pas s'imaginer que l'île sera plus riche lorsqu'elle aura plus d'argent.
moins il en viendra, plus l'abondance réelle y régnera. Conclusion, laissez-moi tout cet argent aux autres. À l'opulence engendrée par la circulation monétaire et l'essor commercial, Rousseau préfère l'abondance de l'agriculture, le fruit du travail des hommes. Sur les rapports entre opulence et abondance, je renvoie au livre de Catherine Larère. On pourrait voir dans cette position un avatar du conflit entre la terre patriotique et le crédit mercenaire, explicité par Pocock. Ou bien y dénoncer, avec Peter Friedman, une rhétorique moralisante conservatrice qui renvoie au stoïcisme et à l'austérité chrétienne. Ces approches ne manquent pas de pertinence et intéressent vivement l'historien des idées. Mais je vais aborder la question sous une autre visée. Rousseau a vu la force politique de l'économie. Il a compris qu'un système économique finit par imposer le cadre politique conforme à son développement. Quand la politique ne maîtrise pas l'économie, alors c'est finalement l'économie qui domine et façonne la politique. J'ai dit en forçant le trait, il a vu, il a compris. Mais il faudra examiner jusqu'où sont allées cette vue et cette compréhension. C'est-à-dire dans quel cadre conceptuel. On verra, il ne s'agit pas d'un déterminisme économique à la manière marxienne ou néolibérale. Nul ne saute par-dessus son temps. Mais avant de lorgner vers le déterminisme, il faut s'arrêter en chemin et voir la figure théorique moins exigeante de la simple harmonie entre l'économie et la politique. Rousseau considère que tel système économique est mieux assorti à telle forme politique. C'est en ce sens qu'on peut interpréter l'exclusion réciproque des systèmes financiers et agricoles. N'essayez pas d'allier ces deux projets, financiers et agricoles. Ils sont trop contradictoires. Si vous préférez le premier parti, cessez ici de me lire. En citation, on dira qu'il vaut mieux avoir l'une et l'autre, mais elles sont incompatibles. Dans cette optique, Rousseau choisit l'agriculture parce qu'elle est mieux adaptée à la démocratie. Il n'y a là qu'un constat de convenance et non un rapport de causalité. Mais il nous semble que Rousseau va au-delà de ce simple constat et qu'il établit bien un rapport de causalité. Je cite, « Donnez de l'argent, bientôt vous aurez des fers. Et il ne fut plus question que de luxe et d'argent. Les particuliers s'enrichirent, le commerce et les arts fleurirent, et l'État ne tarda pas à périr. » Bientôt ne tarda pas. On a bien affaire cette fois à un rapport de cause à effet entre la finance et l'abolition de la liberté politique. Cette fois, la mauvaise économie établit l'État qui lui convient, un État qu'elle va faire périr. L'État ne tarda pas à périr. Cet État qui périt, qui dégénère dans du contrat social, qui se relâche dans l'économie politique, quel est-il, cet État qui dépérit? C'est un État qui abolit le rapport démocratique, républicain, entre le peuple et le gouvernement. C'est l'État où le pouvoir exécutif, le gouvernement, n'écoute plus la volonté du peuple, cette volonté générale souveraine qui fait la loi, mais au contraire, prétend faire la loi à sa place. C'est le despotisme qui met fin à la liberté politique en usurpant la souveraineté du peuple, un peuple désormais dans les fers. Cet État n'est plus alors un véritable État, mais un troupeau, gardé et contraint. Il apparaît que la finance, en s'établissant dans l'espace économique, muselle le peuple et le réduit au silence politique. C'est ce qu'il faut examiner. Pour comprendre comment la monnaie est l'anticorps du corps politique,
il suffit de se souvenir ce qui fait qu'un peuple est un peuple, mais surtout de ce qui fait qu'un peuple reste un peuple. Une foule d'individus devient un peuple en réunissant ses forces dans l'égalité et la réciprocité, formant alors une volonté générale qui fonde les lois et assure la liberté du peuple. C'est le pacte social, c'est la base d'un véritable État politique. Pour que cet État politique persiste, pour que le peuple reste peuple, plusieurs conditions sont requises. Je vais en rappeler les 4 principales et voir ensuite comment la finance les détruit. La première condition concerne l'occupation de l'espace. La nation ne doit pas être trop étendue afin que les citoyens restent en contact. Mais pour assurer ce contact, on peut aussi distribuer la population de façon homogène, en remplissant les trous, en comblant les grandes distances qui pourraient empêcher la communication entre les gens. Je cite, « Plus un peuple nombreux se rapproche, moins le gouvernement peut usurper la souveraineté, et la foule s'assemble dans les places. L'avantage d'un gouvernement tyrannique est donc d'agir à grande distance. La force du peuple n'agit que concentrée. Les bêtes sauvages ne règnent que dans les déserts. » On comprend ainsi le sens politique du conseil très peu économique que Rousseau donne aux Corses. Il leur dit « Il vaut mieux que la terre produise moins et que les habitants soient mieux ordonnés. » La liberté est assurée par un espace bien rempli. Après la liberté, voyons l'égalité. L'égalité du pacte social est maintenue par l'égalité des fortunes, la médiocrité, comme on disait alors. Il faut que tout le monde vive et que personne ne s'enrichisse. C'est sur la médiocrité seule que s'exerce toute la force des lois. Elles sont également impuissantes contre les trésors du riche et contre la misère du pauvre. L'un brise la toile, l'autre passe à travers. La troisième condition est la fraternité, qui doit assurer la réciprocité. Il s'agit d'une condition idéologique, l'amour de la patrie, qui établit la fraternité entre les citoyens. Ne doutons pas qu'ils apprendront à se chérir mutuellement comme des frères et à devenir un jour les défenseurs et les pères de la patrie. Aux Polonais, vous donnerez à leur âme une physionomie qui les distinguera des autres peuples. Aimant la patrie, ils la serviront de tout leur zèle. La quatrième condition est morale. Il s'agit de l'intégrité des magistrats, une vertu qui doit freiner la tendance naturelle des chefs à étendre leur pouvoir et à usurper la souveraineté du peuple. Il n'y a, dit Rousseau, il n'y a que les gens de bien qui sachent administrer les lois. Liberté, égalité, fraternité, intégrité. Ces 4 piliers de la République reposent sur des conditions matérielles ou spirituelles qu'il faut veiller à conserver ou à rétablir. Elles sont toutes les 4 mises à mal par le système de finance. Premièrement, l'argent déchire le tissu démocratique et rompt la continuité de l'espace social. Avec l'arrivée de l'argent, tout se concentre dans les villes où l'argent s'accumule sans retour et cela attire les hommes qui quittent la campagne, laquelle se dépeuple. En Suisse, quand l'argent a commencé à circuler, le peuplement a sensiblement diminué. Et tandis qu'on se multipliait dans les villes, la culture des terres était négligée. L'article économie politique déplore même la désertion des campagnes. Si l'argent transforme les campagnes en déserts, les bêtes sauvages qui ne règnent que dans les déserts voient leur règne se préparer. Deuxièmement, l'argent est incompatible avec l'égalité des fortunes. En effet, si l'argent est réparti également entre tous,
alors il ne sert à rien, car les prix augmentent et personne n'est plus riche qu'auparavant. L'argent ne peut exister qu'en renforçant les inégalités, sinon il est inutile. Je cite, « L'argent est un signe relatif qui n'a un effet véritable que par les inégalités de distribution. La pauvreté ne s'est fait sentir en Suisse que quand l'argent a commencé d'y pénétrer. » Troisièmement, l'enrichissement monétaire, pour Rousseau, n'a d'égard qu'à l'intérêt particulier. Et si tout se vend et tout s'achète, la patrie n'est plus rien que le prix qu'on verse aux mercenaires, tandis que les citoyens sont bien trop occupés à remplir leurs coffres. Faut-il marcher au combat? Ils payent des troupes et restent chez eux. En Suisse, l'amour de la patrie y a fait place au seul amour de l'argent. Quatrièmement, concernant la moralité, l'argent est si facile à dissimuler et à détourner qu'il constitue une véritable invitation au larcin. L'argent se cache aisément. Cherchez en tout pays, en tout gouvernement et par toute la terre. Vous n'y trouverez pas un grand mal en morale où l'argent ne soit mêlé. Liberté, égalité, fraternité, honnêteté. Ces 4 conditions pour qu'un peuple demeure un peuple sont toutes 4 rongées et dévastées par la finance. Là où parle l'argent, le peuple finit par se taire et la République fait place au despotisme. En présentant ainsi le tableau, on pourrait croire que Rousseau pose les bases d'un matérialisme économique. L'économie étant la base sur laquelle s'édifie l'État politique comme une dépendance, une résidence secondaire du commerce. Une telle lecture serait outrée, voire fautive. Si Rousseau montre bien comment le système financier détruit les fondements de la démocratie et prépare le terrain au despotisme, il ne définit pas ce système comme une force autonome qui imposerait sa logique. L'économie n'est pas pour lui un procès sans sujet, une seconde nature qui établit mécaniquement la sphère de ses lois. Il montre bien que l'argent participe à la dégénérescence politique, mais il n'établit pas de lien direct. Et il est donc amené à chercher un intermédiaire afin d'établir le rapport de causalité. Car il ne suffit pas de montrer que la finance est logiquement antidémocratique. Il faut voir comment elle intervient réellement dans l'état politique. Il n'y a pas chez Rousseau quelque chose qui participerait à la fois de l'économie et de la politique, à la manière des classes sociales de la théorie marxienne. Il n'y a pas de transfert immédiat des causes, et il faut donc chercher des vecteurs de transport de l'économie vers la politique. Rousseau en appelle à la politique, à l'anthropologie, c'est-à-dire qu'il déplace la mécanique monétaire dans un cadre qui marche à la volonté, au calcul, aux passions. Un cadre où des sujets sont chargés d'activer le rapport de l'économie à la politique. Il faut noter en premier lieu que le relâchement de l'État est une tendance inhérente à la politique elle-même, indépendamment du système économique. Je cite, « Tout gouvernement tend sans cesse au relâchement. Le gouvernement fait un effort continuel contre la souveraineté. C'est là un vice inhérent qui, dès la naissance du corps politique, tend sans relâche à le détruire. Il ne s'agit pas ici d'une lutte de classe, mais d'un conflit entre l'intérêt particulier, le gouvernement, et l'intérêt commun, la volonté générale du peuple. Dans ce conflit, le système de finance facilite le vice inhérent du gouvernement. C'est pourquoi Rousseau va jusqu'à le présenter comme un calcul machiavélique, presque un complot. Je cite, « Ils sentirent, il parle des Suisses, des chefs suisses, ils sentirent que pour mieux dominer le peuple, il fallait lui donner des goûts plus dépendants. De là, l'introduction du commerce, de l'industrie, du luxe. De là, l'introduction. » C'est un complot.
Mais la politique elle-même a besoin d'un relais. Il ne suffit pas d'introduire la monnaie pour expliquer son efficacité. La destruction de la démocratie ne vient pas de l'argent comme une force aveugle et anonyme. Elle vient des riches. La richesse doit s'enraciner dans certains caractères anthropologiques qui sont la paresse et l'amour-propre. Car l'argent permet une vie d'oisiveté, de mollesse, de commodité, de vanité et d'autorité. Rousseau fustige les gens qui passent leur vie à se voler pour satisfaire leur mollesse et leur ambition. C'est la mollesse et l'amour des commodités qui changent les services personnels en argent. Bref, le luxe corrompt tout, le riche qui en jouit et le misérable qui le convoite. Si Rousseau reprend à Bernard Mandeville la théorie des vices porteurs de l'économie nouvelle, c'est en renversant sa logique. Ces vices ne sont pas naturels, ne produisent pas le luxe, ils sont hypertrophiés par lui. On pourrait penser que l'argent frappe directement à la tête de l'État par le moyen de certains riches, ceux qui ont part au gouvernement. On aurait alors un État de la classe des riches. Rousseau note bien la proximité du pouvoir et de l'argent, mais il refuse leur confusion et affirme qu'il faut rejeter de pareilles idées, car alors toute théorie politique serait inutile. Si l'argent sape la République par le moyen des passions, c'est par ce moyen que la République peut être sauvée. Je cite, « Quiconque se mêle d'instituer un peuple doit savoir gouverner les passions des hommes. » C'est pourquoi, paradoxalement, Rousseau invite le gouvernement salutaire à agir sur les mêmes passions qui font triompher le système des finances, mais afin de rétablir la liberté. Il écarte la paresse, mais maintient l'usage de l'orgueil, du désir d'être distingué. Faites qu'il y ait de la vanité à être simple. Le peuple sera laborieux quand le travail sera à l'honneur, et il dépend du gouvernement de l'y mettre. Favorisez l'agriculture, non pas en enrichissant les cultivateurs, mais en la rendant honorable. Rousseau s'appuie ici, bien sûr, sur Montesquieu et emprunte à Helvétius sa théorie des talents engendrés par les honneurs de l'État. Il rejette ainsi tout volontarisme politique qui attaquerait de front le système de finances. Ce n'est pas par des lois somptuaires que l'on vient à bout d'extirper le luxe. Il n'ouvre donc la voie ni à Proudhon, ni à Marx. C'est par la médiation des mœurs qu'il tente aussi d'établir le retour à l'égalité des richesses et à l'arrêt du commerce. Il propose de taxer lourdement l'orgueil, un impôt sur l'orgueil. Il ne propose pas des taxes sur le luxe en général, mais seulement sur le luxe visible et ostensible, sur les choses qui font l'orgueil des riches. Ainsi, les riches paieront pour montrer leur richesse jusqu'à se ruiner s'il le faut, car, je cite, ils aimeraient mieux mourir de faim que de honte. L'orgueil était le moteur de l'économie d'opulence. Il devient son frein. C'est pourquoi présenter cette théorie de l'impôt comme le fondement de la pensée économique de Rousseau est une erreur d'appréciation. Il s'agit d'un programme de réparation et non d'organisation de la société. Quand tout va mal, c'est un pis-aller, selon la formule avisée de Céline Spector. Pour Rousseau, la causalité sociale passe par des sujets, c'est-à-dire par des représentations, des volontés. Les idées de causalité structurelle, de main invisible, lui sont étrangères. Et c'est sans doute là la limite radicale à son matérialisme.
Si Karl Marx avait pensé dans le cadre rousseauiste, il n'aurait pas écrit Le Capital. Il aurait écrit Les capitalistes. On peut dire que Rousseau voit mieux que d'autres, et contre beaucoup d'autres, comment l'économie se diffuse dans la politique. Mais il ne le pense pas au sens fort, conceptuellement. Je finirai comme j'ai commencé par une digression. On a vu les efforts de Rousseau pour barrer la route à l'invasion financière. Si ces efforts restent vains, que se passera-t-il? Si un peuple est devenu incapable de rester un peuple, il n'a d'autre perspective que de pourrir sur place. Un peuple vicieux ne revient jamais à la vertu. À moins de se reconstituer comme peuple, c'est-à-dire de renouveler le pacte social. Ce pacte prend alors la forme d'une guerre civile qui renverse la dictature des finances ou du despotisme. L'État, embrasé par des guerres civiles, renaît pour ainsi dire de ses cendres et reprend la vigueur de la jeunesse. Je laisse à Eliane Martin-Hague un superbe mot de la fin. Je la cite. « La tyrannie du savoir économique n'est pas ignorée par Rousseau, qui préfère que le sang coule plutôt que de voir prospérer une population conduite comme un troupeau de bêtes. » Je vous remercie. Oui, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Martin Rueff pour cette invitation. Je voudrais parler ce soir donc de Rousseau et d'une certaine forme de critique de l'économie politique. Alors j'entrerai en matière en disant que Rousseau n'est pas un économiste. Cette vérité a été reconnue d'emblée et elle n'a cessé en réalité d'être répétée de Jean-Baptiste Say par exemple à Joseph Schumpeter. Donc l'article « Économie, morale et politique » de l'encyclopédie, paru en 1755 et qui est devenu le discours sur l'économie politique, traite d'administration et subordonne les questions que nous nommerions économiques à une ambition strictement politique. Pourtant, de nombreux travaux ont été consacrés depuis quelques années au Rousseau économiste ou critique de l'économie politique. Je citerai simplement, depuis les travaux d'Yves Vargas, Bertil Friedel, Jean Mathieu, Blaise Bachofen, Philippe Steiner, Loïc Charles, Claire Pignol, sans mentionner mes contributions, et surtout Catherine Larère, qui a souligné l'illusion rétrospective consistant à vouloir inclure à tout prix Rousseau au nombre des fondateurs, fût-ce critiques, de l'économie politique comme science de la modernité. Alors je souhaiterais ce soir revenir sur l'apport de Rousseau, finalement. Que nous apporte-t-il ? Alors, il me semble, finalement, que Rousseau nous permet non seulement, ce que j'ai essayé de montrer ailleurs, de concevoir une critique de l'économie politique, mais il me semble plus profondément qu'il nous aide à reformuler notre concept même d'économie grâce à certaines catégories qui nous prémunissent de ce que je pourrais appeler le réductionnisme. Voilà. Donc, éviter le réductionnisme, ce que je souhaiterais montrer aujourd'hui, c'est finalement comment Rousseau permet de dépasser certaines alternatives un peu simplistes, par exemple entre égoïsme et altruisme, ou encore entre hédonisme et moralisme. Alors, je défendrai ce soir deux thèses. D'une part, dans la philosophie rousseauiste de l'économie, il s'agit bien d'optimiser, voilà, ça sera la dimension un peu provocatrice de ma thèse, d'optimiser selon les principes d'un choix rationnel. Mais dans un contexte particulier, où les valeurs éthiques, d'une part, et les valeurs économiques de l'autre, entrent dans un système d'échange. Voilà, c'est ce système d'échange que je souhaiterais examiner. Deuxième thèse, dans cette philosophie, l'éthique est également pensée de façon économique, en un sens que je souhaiterais définir. Alors, je m'en tiendrai ce soir à l'étude du modèle de Clarent dans la Nouvelle Héloïse, et en particulier à deux lettres fondamentales, donc la lettre 10 de la 4e partie et la lettre 2 de la 5e partie.
Et je partirai du paradoxe suivant. Alors, s'il faut chercher finalement quelque part l'économie la plus aboutie de Rousseau, c'est peut-être paradoxalement donc dans la Nouvelle Héloïse que l'on peut la trouver. Alors, bien sûr, ce n'est pas une économie politique. Et Rousseau le précise d'emblée, c'est une économie domestique. Il s'agit de l'administration du domaine, de la maison. C'est une économie que je qualifierais, moi, de morale. Alors, de ce point de vue, il faut bien rappeler que lorsque Rousseau écrit, l'économie n'est pas encore la science nouvelle qu'elle va devenir, et on peut définir ici plutôt l'économie comme l'agencement des parties, l'ordonnancement du tout, l'ordre ou l'harmonie qui résulte d'une unité d'intention, ou encore la volonté de rationaliser, d'ordonner certains moyens en vue d'une fin, ou encore les règles du bon usage qui optimisent précisément en vue d'une fin. Alors, en toute rigueur, c'est une économie domestique étendue à un domaine un peu plus large que va permettre de définir Clarens, et c'est ce que je souhaiterais étudier ce soir. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est essentiellement deux choses. Donc, au niveau des fins, ce que je souhaiterais montrer, c'est que l'économie de Clarens a bien pour fin la prospérité, l'abondance matérielle de la communauté. Donc, de ce point de vue, il s'agit bien d'une fin économique, et en un sens, paradoxalement peut-être pour certains lecteurs de Rousseau, la cohésion morale, l'harmonie morale, peut faire figure d'instrument au service de la prospérité économique, de la prospérité matérielle. Deuxième chose, au niveau des motivations des individus, l'étude de Clarens, me semble-t-il, ne conduit pas seulement à montrer qu'il faut ajouter des motivations altruistes aux motivations égoïstes, ça serait justement simpliste. Il me semble que plus profondément, Rousseau va proposer une redéfinition de l'intérêt qui va permettre de ne pas opposer ces deux ordres de motivation, égoïste, altruiste. Et donc l'enjeu de la communication sera de montrer, si vous voulez, qu'à Clarens, Rousseau met en place les préceptes d'une économie qui finalement reprend la maxime physiocratique, maximiser les jouissances en minimisant les dépenses, mais en déplaçant totalement le sens. Et donc je vais essayer de, dévoiler un peu les préceptes de l'art de jouir que définit Rousseau à travers la figure sensible de Julie. Alors, premier temps, si vous voulez, la redéfinition de l'abondance, donc la prospérité matérielle comme fin de la communauté. Alors, vous le savez sans doute, Clarens est un domaine agricole, autarcique, indépendant, autosuffisant, qui est fondé sur l'apport des vignes. Mais à quoi servent finalement ces vignes? À quoi sert cette richesse? Pour Rousseau, il s'agit surtout, je cite, d'assurer la subsistance de tous les dépendants de la maison. Les maîtres, je cite, ont pour maxime de tirer de la culture tout ce qu'elle peut donner, non pour en faire un plus grand gain, mais pour nourrir plus d'hommes. Alors, voilà cette définition, si vous voulez, des fins de l'économie domestique, et elle est conforme à ce que Rousseau dit par ailleurs de l'économie politique, lorsqu'il écrit les considérations sur le gouvernement de Pologne ou le projet de constitution pour la Corse. Je cite, « Il faut que tout le monde vive et que personne ne s'enrichisse. » C'est là, dit-il, le principe fondamental de la prospérité de la nation. Donc la prospérité ou l'abondance ne consiste pas dans une somme d'argent, ni dans une quantité de denrées, mais dans la situation, dit Rousseau, dans laquelle tous les hommes, par leur travail, sont en mesure d'assurer leur subsistance. Alors, on peut même dire, en un sens, de ce point de vue, qu'il n'y a pas d'autarcie au sens strict à Clarens, car finalement, si tous les besoins y sont satisfaits, rien n'y manque, en réalité, dit Rousseau, les biens refluent sans cesse vers l'extérieur de la communauté, il y a comme un trop-plein, une surabondance pour l'assistance des pauvres. Rousseau dit même que la maison ne peut contenir toutes ces richesses. Voilà, selon Rousseau, la véritable magnificence. Alors, comment concevoir de ce point de vue l'organisation du domaine qui permettra de conduire à l'abondance? En quoi Clarens peut-elle être dite riche? Alors, du point de vue de la consommation d'abord, Rousseau définit ce qu'on pourrait appeler une forme de modération épicurienne des désirs. Donc, éviter le règne de l'opinion, éviter la vanité, etc. Mais il faut bien relever que, disons, les besoins qui peuvent être satisfaits de manière légitime vont au-delà du nécessaire au sens strict. Il ne s'agit pas d'austérité ici, et Rousseau précise bien qu'à Clarens, on satisfera le bien-être
le confort, disons, tant que cela ne relève pas de la vanité. Par ailleurs, donc après la consommation, l'organisation du domaine organise également les échanges. Et comme le disait à l'instant Yves Vargas, le but est de minimiser les échanges monétaires, qui risquent de corrompre les rapports sociaux. Ce que Rousseau dit à propos des échanges intermédiaires en particulier, entre produits et emploi, c'est que ces échanges sont toujours iniques et ils ne se pratiquent jamais en réalité à valeurs égales. C'est l'un des points sur lesquels insiste aussi Rousseau dans le discours sur l'économie politique. Donc se passer des échanges, ça veut dire utiliser les produits du cru et au besoin utiliser l'illusion. Julie, par exemple, confectionnera du vin avec le raisin local et elle donnera l'impression que c'est du Malaga. Voilà. Donc l'art supplée aux limites de la nature. Bon. Par ailleurs, du point de vue de la production elle-même, c'est un point essentiel, Rousseau pense toutes les médiations qui permettent de penser l'optimisation de la production. D'une part, c'est l'abondance de la main-d'œuvre qui est déterminante à Clarens. Elle conduit, dit Rousseau, à une surabondance de production, à un excédent qui sert l'investissement et l'amélioration ensuite de la culture. D'autre part, l'économie de Clarens rompt avec une règle qui avait été prescrite par Quesnay, selon laquelle les propriétaires ne doivent pas travailler eux-mêmes leurs terres, s'ils veulent maximiser leur jouissance précisément, tout en minimisant leurs dépenses. Pour maximiser les jouissances, il faut au contraire, dit Rousseau, que les propriétaires fassent valoir leurs terres directement. Car, je cite, « le paysan se soucie moins d'augmenter le produit que d'épargner sur les frais, parce que les avances lui sont plus pénibles que les profits ne lui sont utiles. Comme son objet n'est pas tant de mettre un fonds en valeur que d'y faire peu de dépenses, s'il s'assure un gain actuel, c'est bien moins en améliorant la terre qu'en l'épuisant, et le mieux qui puisse arriver est qu'au lieu de l'épuiser, il la néglige. » Bon, donc, Rousseau dénonce en quelque sorte les effets pervers de l'intérêt immédiat qui ne produirait pas le profit attendu. Et Volmar, de ce point de vue, se montre partisan d'une économie qui serait prodigue en dépenses, car, dit Rousseau, faire la culture à plus de frais, finalement, préserve le patrimoine et améliore le rendement. Alors, ce que je souhaiterais un peu énoncer de manière provocatrice, c'est donc la thèse suivante. Selon Rousseau, il ne faut pas véritablement renoncer au calcul. Il ne faut pas renoncer au calcul, mais il faut plutôt penser un calcul plus rationnel, un calcul finalement plus intelligent, qui intègre à long terme l'ensemble des profits et des coûts et qui ne se restreint pas à une perspective de rentabilité immédiate. L'abondance, nous dit Rousseau, c'est le résultat d'une véritable économie. Et je cite, l'économie, c'est le fruit du vrai génie qui consiste à produire de grands effets par de petits moyens. Alors on pourra en donner d'autres exemples. Il y a toute une réflexion sur le salaire, sur les primes, primes à l'ancienneté, primes de bénéficence, qui sont des primes au mérite. Il y a toute une réflexion sur cette organisation de la production qui est loin de négliger vraiment les dimensions économiques, il me semble. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais examiner, et c'est quelque chose qui a été souvent évoqué, les rapports entre éthique et économie, pour montrer qu'en réalité, ça va plus loin que ce qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire la thèse classique selon laquelle Rousseau subordonnerait finalement l'économie à la morale. Il me semble que les choses sont plus complexes et qu'en réalité, ce qu'on peut découvrir dans la Nouvelle Héloïse, c'est véritablement une théorie de la valeur. Une théorie de la valeur, aussi bien morale précisément qu'économique. Et c'est en quelque sorte les jeux de compensation entre ces systèmes de valeurs que je souhaiterais explorer maintenant. Il me semble que deux points sont ici essentiels. D'une part, Rousseau nous dit qu'il faut savoir estimer les biens à leur juste valeur. Ça, c'est le premier point. Estimer les biens à leur juste valeur. Et deuxièmement, je dirais qu'il faut aussi, ça sera le deuxième versant des rapports entre éthique et économie, savoir prendre en compte les moyens éthiques en vue de l'efficacité économique. Alors, tout d'abord, la question de la valeur, qui me paraît tout à fait essentielle. Rousseau redéfinit la valeur en fonction des véritables fins de l'homme.
qu'est-ce qui vaut vraiment pour l'homme? Pour Rousseau, ce n'est pas seulement ce qui est nécessaire, utile, agréable, ce qui convient, pourrait-on dire, au bien-être physique. Rousseau nous propose une théorie de la valeur qui intègre précisément le bien moral. Il intègre ce qui convient précisément à l'intérêt moral ou à la dimension morale de l'humanité. Et ça implique, de ce point de vue, une théorie de la valeur qui est ancrée sur l'amour de soi, dans ces deux dimensions, physique et morale, plutôt qu'ancrée dans l'amour-propre. Je cite par exemple, à Clarens, « Rien n'est méprisé parce qu'il est commun, rien n'est estimé parce qu'il est rare. » Donc il faut déjouer la logique de la distinction, la logique de la consommation ostentatoire, qu'évoquait à l'instant Yves Vargas, précisément en reconnectant la valeur, et Rousseau dit la même chose dans l'Émile, sur l'amour de soi, dans ces deux dimensions, physique et morale. Alors, deuxième idée essentielle, me semble-t-il, à propos des valeurs, il faut penser la valeur au sein d'un système de valeurs. Il s'agit d'indexer la valeur sur l'usage, mais aussi de penser un système où l'usage prend sens. Je cite, « Considérez encore qu'ici l'effet de chaque chose vient moins d'elle-même que de son usage et de son accord avec le reste. De sorte, nous dit saint Preux, qu'avec des parties de peu de valeur, Julie fait un tout d'un grand prix. Autant la loi de la mode est inconstante et ruineuse, autant la sienne est économe et durable. » Donc voilà, si vous voulez, la façon qu'a Rousseau de penser une véritable économie qui transforme des parties de peu de valeur en tout d'une grande valeur. Et comment s'opère cette métamorphose, ou cette alchimie? On peut dire que précisément c'est ici qu'intervient la morale, puisque Rousseau va essayer de penser comment finalement des instruments moraux permettent de conduire à une bonne gestion justement des ressources matérielles. Alors il y a des textes tout à fait éloquents à propos de Volmar et de Julie. À Clarens, dit Rousseau, « La richesse est établie sur un fondement qui la rend inébranlable, à savoir le parfait accord des deux époux. Le mari s'est chargé du recouvrement de la rente, la femme en dirige l'emploi, et c'est dans l'harmonie qui règne entre eux qu'est la source de leur richesse. » Alors, on notera de ce point de vue que ce n'est pas seulement l'éthique qui est subordonnée à l'économie, comme si l'on pouvait en quelque sorte opposer les deux points de vue. La prospérité ou la richesse est fondée sur l'accord moral et sur la division du travail au sein du couple d'une part, au sein du domaine plus largement de l'autre. Et je n'ai pas le temps d'entrer ici, là, dans tous les stratagèmes, dans toutes les ruses que Volmar et accessoirement Julie sont censés mettre en œuvre pour faire précisément régner la concorde et pour que l'harmonie morale entre maître et serviteur puisse véritablement servir la fin commune. Alors, je dirais de ce point de vue, pour conclure ce second point, que Rousseau propose finalement une nouvelle réflexion sur les motivations. Non seulement en intégrant la pitié à l'économie morale, évidemment il y a toute une réflexion sur l'aumône de Julie, mais aussi, plus profondément, en montrant que ce qui est efficace pour qu'un système économique fonctionne, c'est justement de ne pas le faire reposer sur l'intérêt au sens étroit du terme. Ce qui rend un système économique comme Clarens véritablement à la fois efficace et juste, c'est que la motivation essentielle qui l'anime, ce n'est pas l'intérêt, c'est l'attachement. C'est l'attachement. C'est véritablement l'affection et la confiance. Et Rousseau n'a de cesse de le dire. Par exemple, il écrit « Un moyen plus efficace encore que la prime à l'émulation, la prime au mérite, le seul, dit-il, auquel des vues économiques ne font point songer, et qui est plus propre à Madame de Volmar, comme par hasard, c'est de gagner l'affection de ces bonnes gens en leur donnant la sienne. » Voilà l'échange, gagner l'affection en donnant la sienne, et donc le système fonctionne en réalité au zèle, à la confiance, à l'attachement. Julie est consciente que ce n'est pas avec de l'argent que l'on rémunère les peines, mais avec des services rendus. Et comme le dit aussi Rousseau par ailleurs, il faut toujours payer de sa personne, préférer
les corvées, par exemple, aux impôts. Alors, faut-il en conclure, finalement, au dépassement chez Rousseau de l'hypothèse égoïste ou du modèle de l'homo economicus? Peut-on dire, finalement, que le choix d'une organisation économique efficace repose en réalité non sur des motivations économiques, mais véritablement sur des motivations morales? Alors, dans un troisième temps, j'aimerais, disons, rendre le modèle un petit peu plus complexe en revenant sur la conception de la morale elle-même. Et ce que je voudrais montrer, c'est précisément que Rousseau pense ici la morale comme une arithmétique des plaisirs et des peines, et donc selon un certain calcul. Alors, cette troisième partie, je l'intitulerai « L'art de jouir », et c'est évidemment la figure de Julie qui en sera en quelque sorte le socle. Alors, je voudrais d'abord souligner que, chez Rousseau, la réflexion sur l'intérêt, c'est aussi une réflexion sur la jouissance et sur le sens même de l'appropriation. Qu'est-ce que s'approprier? Qu'est-ce qui nous est véritablement propre? Il y a toute une réflexion là-dessus également dans l'Émile. Donc, ce que veut mettre en lumière Rousseau, c'est précisément que la propriété n'est pas simplement la propriété exclusive, la propriété de la chose dont je peux user et abuser, qu'il y a une autre conception de la propriété qui est possible et qui est précisément liée à l'appropriation, à une sorte de savoir de l'usage que l'on peut faire des objets. Alors, je dirais pour résumer, c'est que pour Rousseau, la qualité morale de l'appropriation prime sur la quantité matérielle des biens que l'on peut accumuler. Monsieur et Madame de Volmar, je cite, ont placé leur argent plus sûrement qu'avantageusement. Au lieu d'acheter de nouvelles terres, ils ont donné un nouveau prix à celles qu'ils avaient déjà. Ils n'ont pas voulu accumuler, mais améliorer ce qu'ils avaient. Et l'exemple de leur conduite est le seul trésor dont ils veuillent accroître l'héritage. Donc on voit bien ici comment valeurs économiques et valeurs morales entrent en jeu, et comment en réalité ce qui importe, c'est de s'approprier véritablement, aussi bien dans le champ de la propriété matérielle que dans le domaine moral, accroître l'héritage. Alors, telle est, me semble-t-il, la clé de voûte des rapports entre éthique et économie. La finalité des actions, acclarant, n'est autre que le bon usage des jouissances. L'utile se joint à l'agréable, et même, selon la belle formule de Saint-Preux, on ne travaille que pour jouir. Mais cet usage est un usage réglé des jouissances, ce qui est la condition précisément pour Rousseau d'une véritable jouissance, face notamment à l'aliénation du désir dont il a décrit les effets pervers dans le second discours. L'art de jouir de Julie, c'est avant tout, nous dit Rousseau, un art des privations. C'est ce qui permet en réalité d'accroître l'intensité et la qualité des plaisirs. Les privations, passagères et modérées, je cite, conservent à la raison son empire et servant d'assaisonnement au plaisir, en préviennent le dégoût et l'abus. Donc pas de débauche ni de libertinage, mais un usage réglé des plaisirs qui fait jouer la privation comme ressort de l'art de jouir. C'est en quelque sorte la crainte de la lassitude du désir, toujours comblée, et non pas en réalité une quelconque idée du devoir ou une quelconque austérité morale, qui suscite ici l'art de faire renaître le plaisir partagé, comme dans le fameux salon d'Apollon, je cite, « asile inviolable de la confiance, de l'amitié, de la liberté ». Dans le salon d'Apollon, le plaisir des repas doit rester exceptionnel, car, je cite encore, « l'art d'assaisonner les plaisirs n'est que celui d'en être avare ». Il y a bien là, me semble-t-il, une économie morale de la jouissance. L'avarice devient paradoxalement vertu lorsqu'elle s'applique au plaisir. Certes, Julie est sensible au plaisir, et elle ne s'en refuse aucun par principe, ce qui suppose que soit satisfait notamment le luxe de plaisir et de sensualité lié à la nourriture et même à la parure, qui satisfait le bien-être d'une personne sensée. Il y a tant et plus de plaisirs acclarants, mais, dit Rousseau, ces plaisirs du corps et de l'âme
sont les plaisirs de Julie. Elle ne les goûte réellement que parce qu'elle a ménagé son désir pour donner du prix à ce qui le satisfait. L'essentiel est là. Julie n'aime la vertu, et c'est une des plus belles formules, me semble-t-il, de la nouvelle Héloïse, que comme la plus douce des voluptés. Sa tempérance tient, nous dit Rousseau, aux raisons mêmes qui jettent les voluptueux dans l'excès. La vie est courte, certes, mais je cite, « c'est une raison d'en user jusqu'au bout et de dispenser avec art sa durée afin d'en tirer le meilleur parti qu'il est possible. » Une telle économie de la jouissance, qui maximise la durée, la qualité et l'intensité des plaisirs, se donne, c'est la formule de Saint-Preux, comme un épicurisme de la raison. Et on se souvient que Rousseau avait eu le projet d'écrire un matérialisme du sage qui consonne tout à fait avec cet épicurisme de la raison. Je cite, « Je ne vois que ces vulgaires épicuriens, pour ne vouloir jamais perdre une occasion, les perdent toutes, et toujours ennuyés au sein des plaisirs, n'en savent trouver aucun. Ils prodiguent le temps qu'ils pensent économiser, et se ruinent, comme les avares, pour ne savoir rien perdre à propos. » C'est vraiment une formule magnifique. Il faut savoir, nous dit Julie, perdre à propos. Voilà le ressort véritable de l'art de jouir. À cet égard, et je conclurai cette partie là-dessus, il me semble qu'il y a bien chez Rousseau et chez Julie, dans la nouvelle Héloïse, une vision de l'éthique comme arithmétique des plaisirs et des peines, contre ce que l'on peut nommer les calculateurs vulgaires. Il s'agit de penser un choix plus intelligent, un choix plus rationnel, qui permette véritablement de parvenir à l'art de jouir. Alors, je conclus en quelques mots si j'ai le temps. Est-ce que j'ai encore le temps ? Voilà, si vous voulez, me semble-t-il, les principes de l'économie morale tels qu'ils sont déployés dans la nouvelle Héloïse. L'économie, en réalité, est morale, non pas en ce qu'elle s'opposerait à toute forme de jouissance, c'est tout le contraire qui est vrai, mais en ce qu'elle ordonne les jouissances à la communauté, communauté des époux, communauté des amis, communauté des voisins, communauté des domestiques. Ainsi, peut-on dire que les conséquences néfastes de l'appropriation primitive qui ont été dégagées dans le second discours, le mécanisme de l'expropriation, de la spoliation, de l'apparition de ce que Rousseau appelle le surnuméraire, qui a été privé de l'accès à la propriété privée, ces conséquences néfastes de l'appropriation sont ici en quelque sorte neutralisées. Il n'est plus question d'aliénation ou d'exploitation, mais précisément de jouissance grâce à cette réflexion nouvelle sur la propriété pensée comme appropriation. Par là même, il me semble que Rousseau nous donne les moyens d'esquisser une critique de ce que j'appellerais ici l'économie orthodoxe. Ce n'est pas le système concurrentiel des échanges et le marché qui optimise la satisfaction en réalité. C'est l'autarcie que Rousseau conçoit hors marché. Ce n'est pas le système fondé sur l'intérêt égoïste qui permet de parvenir à l'équilibre optimal, mais au contraire celui qui se fonde sur l'intérêt moral, sur l'attachement, sur la confiance. Corrélativement, on peut dire que l'organisation économique doit prendre en compte, au-delà des incitations et des sanctions matérielles, des incitations et des sanctions morales, ces incitations et ces sanctions morales qui permettent d'allier, selon Rousseau, l'efficacité et la justice. Alors, je finirai simplement en disant que nous serions tentés, et on le fait souvent, d'être un peu critiques face à cette perspective énoncée dans la nouvelle Héloïse, et de regarder d'un œil un peu narquois, disons, cette vision qui pourrait être considérée comme un peu chimérique, sentimentale, celle de la belle âme, qui en réalité s'isole pour éviter de se lancer justement dans la noirceur de la société civile corrompue et ses mécanismes liés à l'intérêt et à la propriété privée. Mais je pense néanmoins, malgré ce regard un peu ironique que nous pouvons porter sur ce modèle, que Rousseau a quelque chose à nous apprendre. Et ce qu'il peut nous apprendre au fond, c'est précisément à dépasser des binômes ou des clivages simplistes
qui viennent de ce que l'on oppose de manière radicale, éthique, qui serait fondée sur les motivations altruistes, pour le dire vite, et économie qui serait fondée sur l'intérêt égoïste, étroit, sur le calcul rationnel. Je crois que précisément, en brouillant un peu ces pistes, en rebattant les cartes, Rousseau nous est ici d'un apport extrêmement précieux. Pour lui, très clairement, l'homme civil ne peut véritablement jouir qu'à condition de jouir avec d'autres. Non pas selon le schème d'une accumulation déceptive, des plaisirs exclusifs consommés sans joie, dans la crainte de la perte et la prison de la possession, mais selon le véritable bonheur d'un plaisir conjointement approprié et partagé, et approprié parce qu'il est partagé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Catherine Darrière. Eh bien, merci Martin de cette occasion de nous rencontrer et de discuter. Et j'ai la difficile tâche d'intervenir la dernière alors que des choses ont déjà été dites et que je ne voudrais pas répéter ce qui a été déjà dit. Disons que du coup, je vais peut-être faire ressortir plus fortement des points de désaccord qui sont... je vais peut-être les grossir un peu. Donc je voudrais essayer d'intégrer, de revenir un peu sur ce qui a été dit et de marquer, en particulier avec Céline, mes points d'accord ou de désaccord. Alors, je repartirai de ce qu'a dit Céline. Oui, Rousseau n'est pas un économiste, et c'est pas une tare. Bon. Pour autant, et je crois que c'est là qu'on peut répondre à ce que disait Martin en introduisant, en disant, bon, Rousseau serait dans une sorte d'ancien perdu chez les modernes et ne connaissant pas ça du tout. Je crois que quand on lit Rousseau, et en particulier dans la Nouvelle Héloïse, on se rend compte qu'il connaît très bien les raisonnements économiques de son époque. Et je prendrai juste un exemple, puisqu'on a terminé sur la Nouvelle Héloïse, je repartirai de là, qui est justement au moment où Julie présente le système de Clarens et où Saint-Preux l'interroge sur les pauvres. Saint-Preux présente ce qui est l'argument de ce qu'avec des guillemets j'appellerais le discours libéral de l'époque, parce que c'est un argument qu'on entend encore aujourd'hui, qui est il faut pas donner de l'argent aux pauvres, il ne faut pas faire des aumônes aux pauvres, parce que ça entretient un intérêt à être pauvre, et que donc ceux qui croient en donnant des aumônes supprimer la pauvreté, en fait, ne font que l'entretenir. C'est un argument qu'on trouve beaucoup chez les Anglais, qu'on trouve chez Turgot, qui apparaît dans des écrits de Turgot des années 50. Rousseau le connaît, il le critique. Donc, il n'est pas économiste au sens où il ne fait pas une élaboration économique, me semble-t-il, mais pour autant, il est tout à fait au fait de ce qui se dit à son époque. Et je crois que ça peut... Alors, je voudrais repartir sur des questions de vocabulaire, parce qu'elles me paraissent importantes, et sur le terme économique. Quand Rousseau, sur la demande de Diderot, si je ne me trompe pas, prépare l'article « Économie politique » de l'encyclopédie, l'expression « économie politique » existe, mais elle est, si je peux dire, inerte. Au début du XVIIe siècle est paru un livre d'un certain Antoine de Montchrétien qui s'appelle « Traité de l'économie politique ». Et la reprise du terme grec, qui est repris au grec, où le terme économie existe, se marque dans l'orthographe qui met le O dans le E. Le problème, c'est que donc l'expression, elle existe. Et elle ne peut pas exister chez les Grecs, puisque économie, règle de la maison, il n'est d'économie que domestique. Quand Xénophon écrit les économies, quand Aristote parle d'économie dans les politiques, il s'agit de ce que nous dirions maintenant une économie domestique, ce qui est une expression redondante, si on prend l'étymologie grecque. Donc, le problème, Montchrétien introduit quelque chose où la nouveauté, c'est de lier économie et politique, mais personne, semble-t-il, il vient de paraître sous la direction d'Alain Guéry, un livre consacré à Montchrétien,
recueil, enfin un collectif consacré à Mon Chrétien et à Cantillon, personne n'a lu, pour ainsi dire, Mon Chrétien quand il paraît. Pour nous, ça paraît évident. Pour les contemporains, non. Et si vous cherchez dans l'encyclopédie les articles de ce que nous appelons aujourd'hui économie, vous ne les trouverez pas sous la rubrique économie politique, vous les retrouvez sous la rubrique commerce, ces articles de Forbonnet qu'il va republier l'année d'après sous le titre éléments du commerce, et vous y trouvez les deux articles, Céline parlait de Quesnay, les deux articles qui vont lancer ce qu'on n'appelle pas encore la physiocratie, qui sont les articles Fermier et Grain. Donc l'expression est là, elle ne dit pas, elle ne veut pas dire ce qu'elle nous dit pour nous aujourd'hui. Je vais revenir sur la définition que donne Rousseau. Et tout ça vient après. Les Quesnay et le groupe qu'il organise autour de lui, ils vont se faire appeler les économistes, mais c'est postérieur. Et donc, de ce point de vue-là, quand Rousseau dit économe, c'est bon ménager de son bien. Ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui. Enfin, nous avons maintenant un mot compliqué, qui est équivoque, mais le sens que nous donnons aujourd'hui à l'économie n'existe pas, pour ainsi dire pas. C'est ça qui est gênant dans l'histoire des mots, quand on a des mots qui apparaissent et puis qui donnent rien. J'en donnerai un autre exemple tout à l'heure. Et c'est très frappant dans l'histoire de la pensée économique. Alors, de ce point de vue-là, en 20 ans, tout va changer. En 20 ans ou en 30 ans, entre 1700 et 1754, la publication de l'article économie politique dans l'encyclopédie, entre 1754 et 1788, où paraissent les 4 volumes de la deuxième encyclopédie du XVIIIe siècle, celle dont on parle très peu, mais un colloque avait été consacré justement ici à Genève à l'encyclopédie méthodique, méthodique en ce sens que ça devient une encyclopédie thématique, enfin qui est alphabétique mais à l'intérieur de thèmes. Il y a 4 volumes d'économie politique qui paraissent juste avant la Révolution française, dirigés par Desmeunier, qui est, disons, un disciple de Montesquieu, pour aller vite. Là, le terme a pris en très gros le sens qu'il a maintenant. Entre Rousseau, 1754, et les 4 volumes d'économie politique de l'encyclopédie méthodique ont été publiés tous les textes physiocratiques, c'est fini même, et surtout Smith et la richesse des nations en 1776. Et si je dis ça, c'est que le contenu économique de l'encyclopédie méthodique, il est donné soit par des articles écrits par un certain Grivel qui sont empruntés aux physiocrates, Grivel est un des derniers physiocrates, soit des articles, ils sont généralement écrits par Desmeunier, qui sont des transcriptions quasi directes de la richesse des nations de Smith. Et de ce point de vue-là, ça me paraît tout à fait intéressant de comparer les deux définitions qu'on a dans l'article de Rousseau, dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, et qu'on a dans l'article de Grivel, que Grivel écrit pour l'encyclopédie méthodique. Parce que, alors je prends celui de Grivel parce que Grivel, en publiant dans l'encyclopédie méthodique, reprend la définition que Rousseau avait donnée d'économie politique au début dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Économie ou économie, morale et politique, ce mot vient de oikos, maison, et de nomos, loi, et ne signifie originairement que le sage et légitime gouvernement, vous lisez du Rousseau là, je vous lis du Rousseau là, que le sage et légitime gouvernement de la maison pour le bien commun de toute la famille. Le sens de ce terme a été dans la suite étendu au gouvernement de la grande famille qu'est l'État. Pour distinguer ces deux acceptions, on l'appelle dans ce dernier cas économie générale ou politique, et dans l'autre cas économie domestique ou particulière. Ce n'est que de la première qu'il est question dans cet article. Et Grivel reprend ça, recopie ça, et rajoute un deuxième paragraphe, qui est le suivant.
C'est de l'économie politique seulement dont il peut être ici question, quoiqu'elle dépende en quelque sorte de l'économie sociale et de l'économie privée, et que les trois ne fassent qu'un tout indivisible, assujetti au calcul et au même calcul, applicable à de grandes et à de petites proportions, mais toutes résultantes de l'ordre. Alors, il y a deux différences entre Rousseau et Grivel, c'est qu'il n'y a plus deux économies, il y en a trois. Hein. On n'a plus d'un côté la maison, de l'autre côté l'État, la cité, bon. On a l'économie privée, sociale et politique, j'y reviendrai. Et surtout, ce qui unit toutes ces économies, c'est, dit Grivel, l'esprit de calcul. Et c'est le même calcul qui se fait partout. Et pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Céline, hein, et j'ai déjà eu l'occasion de lui dire, pour moi, on ne peut pas appliquer à Rousseau quelque chose qui relève de ce que j'appellerais, en reprenant une distinction à l'économiste et sociologue Karl Polanyi, de l'économie formelle et pas d'économie substantielle. Je veux dire, Rousseau reste dans quelque chose qu'il reprend à Aristote, et la référence à Aristote, elle est très nette, hein, qui est ce que j'appellerais la distinction des sphères. Les règles de l'économie domestique ne sont pas les règles de l'économie politique, et c'est ça qu'Aristote avait dit dans les politiques, c'est ça que Locke avait redit dans le traité sur le gouvernement civil, et à mon avis c'est ça que Rousseau reprend, hein, d'où la référence à la famille, reprend dans l'article économie politique, où il va redire qu'on ne peut pas confondre la famille et l'État. Pour lui, l'économie politique, c'est à la limite de l'oxymore, hein. C'est à la limite de la contradiction, parce que ça a l'air de dire que nomos, hein, la règle de la famille et la règle de l'État, c'est les mêmes. Et il a deux références antérieures, qui sont Aristote et Locke, j'y reviendrai. Et donc, je pense que Rousseau réfléchit effectivement, bon, il connaît les raisonnements de son époque, il connaît les textes sur le commerce, hein, il les a lus plus ou moins, mais il les connaît, et simplement il réfléchit dans une distinction des sphères qui exclut qu'on puisse les unifier, comme dit Grivel, dans un même calcul. Et cette idée que toute économie relève d'un même calcul, c'est ce qu'on appellera l'économie formelle, hein, qui pose que à ce moment-là, il n'y a plus de sphère, il n'y a plus de limite. Hein. On peut faire, ce qu'on fait maintenant des gens comme Gary Becker ou des gens de ce genre, on peut faire une économie de la famille au même titre qu'une économie de l'État. Hein. Il y a des livres très amusants qui paraissent là-dessus, où on peut considérer tous les individus comme des calculateurs rationnels. Et il me semble que c'est ça que pour autant qu'il peut le voir, parce qu'il n'y a pas que Grivel qui parle d'esprit de calcul. Hein. Le Charles a bien montré qu'on trouve ça chez les disciples de Gournay, c'est-à-dire dans les années 1750, avant l'article économie politique. Et je crois que c'est... Alors, ça ne veut pas dire, je suis entièrement d'accord avec Céline, hein, on peut calculer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne calcule pas, mais il ne peut pas y avoir une théorie générale du calcul. Ça me paraît étranger à Rousseau, parce que je crois aussi que ça serait supposer un individu naturel, hein, l'idiot rationnel dont parle Amartya Sen, qu'il tourne en ridicule, mais qui est l'individu calculateur, c'est un être naturel. Or, tout ce que montre Rousseau, c'est qu'on ne peut pas universaliser un individu naturel, hein, nous sommes ce que la société fait de nous. Alors, donc ça sera le désaccord, hein, mais le désaccord que je marque avec Céline, en ce sens qu'il me semble que, alors elle a dit je veux échapper au réductionnisme, mais qu'elle n'y échappe pas, parce que si on fait une théorie générale du calcul, c'est une forme de réductionnisme. Mais je reviendrai quand même à la Nouvelle-Héloïse, parce que je crois quand même qu'il y a effectivement, je suis d'accord avec elle, il y a des choses fort importantes sur la Nouvelle-Héloïse. Alors, c'est pourquoi, moi, je dirais, puisque, si vous voulez, quand Rousseau écrit, la capacité d'unifier une réflexion autour de l'expression économie politique, la capacité de parler d'économie n'existe pas encore dans le langage. Donc, je crois que
alors, ce sera la deuxième hypothèse que je présenterai, il me semble à partir de là que les textes importants de Rousseau, qui ont rapport avec ce que nous appelons aujourd'hui économie, ne sont pas à chercher dans les ouvrages de Rousseau où il est explicitement question d'économie, c'est-à-dire d'une part économie politique, les considérations sur le gouvernement de Pologne dont parlait Yves Vargas et sur la Corse, ou l'économie domestique de Clarent, mais dans des textes où, à mon avis, c'est là que Rousseau trouve et contribue de façon extrêmement importante à ce qui me paraît l'idée qui fait sortir d'Aristote, l'idée de la modernité par excellence, c'est-à-dire qu'il existe des rapports sociaux qui ne sont pas des rapports politiques et qui ne relèvent pas non plus de la nature. Hein. Et de ce point de vue-là, je crois que les textes, pour moi, le texte extrêmement important, c'est pas l'article économie politique. Et je crois que les travaux de Bruno Bernardi ont bien montré que c'est finalement un article intermédiaire entre un article de préparation du contrat social, disons pour aller très vite. C'est le discours sur l'origine de l'inégalité et la reprise et les références qui en sont faites dans Émile. Hein. Et moi, je me tournerai de ce point de vue-là beaucoup plus vers ces deux textes. Alors là, il y a une expression, c'est encore ce genre d'histoire un peu bizarre des mots, une expression qui existe mais qu'on n'utilise plus, qui est l'expression de division du travail. Alors vous savez que l'expression de division du travail, on la trouve chez Mandeville, hein, dans les dernières remarques de la fable des abeilles, et puis ça disparaît, et ça va ressurgir avec le très fameux chapitre de Smith sur la division du travail. Et donc, là je comparerai deux auteurs à peu près contemporains, Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité, dont vous savez que il y avait Yves Vargas y faisait référence, c'est le seul texte de Rousseau que Smith ait vraiment lu, hein, et qu'il n'a pas aimé du tout, qu'il a beaucoup critiqué, mais pour lui c'est là qu'il trouve de quoi se confronter avec Rousseau. Et je comparerai de ce point de vue-là Ferguson, celui qui écrit dans les années 60 son histoire de la société civile et son essai sur la société civile, et d'autre part le Rousseau du discours sur l'origine de l'inégalité, parce que bon, il ne parle pas de division du travail, l'expression n'est utilisée ni par l'un ni par l'autre, mais Ferguson parle de distribution des métiers, enfin bon, mais c'est bien de ça qu'il parle. Et ce que je trouve extrêmement intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'ils en ont deux conceptions opposées. Il y a en gros, alors là je fais du rétrospectif, mais c'est à l'aide de Marx, je crois qu'on peut comprendre ça, il y a deux conceptions de la division du travail. Il y a celle que présente Smith dans son fameux chapitre du début de la richesse des nations, qui est, vous en avez peut-être entendu parler, la division du travail dans la manufacture d'épingles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet exemple, il l'emprunte à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui eux-mêmes l'ont emprunté à l'encyclopédie de Chambers qui traduisent, mais Chambers lui-même l'avait trouvé dans les dictionnaires du commerce. Donc on a bien là la constitution de la réflexion. Or, à partir des réflexions sur le commerce. Alors, en quoi ça consiste, ce modèle de la division du travail? C'est une décomposition analytique des tâches. Hein. C'est-à-dire ce que montre Smith, c'est que au lieu qu'un seul ouvrier fasse le fil, coupe le fil, fasse une tête, mette la tête sur l'épingle, il y a 18 ouvriers, disons, qui font chacun une analyse séparée. Donc vous avez un modèle qu'on peut dire analytique et technique de la division du travail. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est ce modèle-là que développe Ferguson dans son essai sur la société civile, et il en fait un modèle des rapports sociaux, c'est-à-dire c'est sur la répartition technique des tâches que peuvent s'indexer les rapports sociaux et jusqu'à la division entre travail manuel et travail intellectuel, pour reprendre une expression de Marx. Je reviendrai à Marx tout à l'heure.
alors que ce que présente Rousseau, aussi bien dans le discours sur l'origine de l'inégalité que dans le passage d'Émile, où il est fait explicitement référence à ce passage du discours sur l'origine de l'inégalité, c'est une conception de la division du travail, ce que nous appelons aujourd'hui division du travail, qui est renvoie, me semble-t-il, beaucoup à Platon et à la République, à ceci près que, alors que Platon, dans la République, montre la répartition des tâches fondée sur l'habileté de chacun, donc c'est sur une conception du corps, chez Rousseau, et ça me paraît une thèse extrêmement importante du discours sur l'origine de l'inégalité, il s'agit de montrer comment deux inventions, qu'on peut dire techniques, la métallurgie et l'agriculture, parce que ces inventions sont concomitantes, vont faire qu'il va y avoir une répartition sociale des tâches et que les agriculteurs vont produire plus parce qu'il va falloir nourrir les forgerons qui fabriquent leurs charrues, hein, leurs arrêts, comme ça devait plutôt en être. Et donc, ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce que dit Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il n'accorde pas, c'est pas un admirateur de la technique, donc pour lui, ça, c'est pas très compliqué. Hein, il suffit d'imiter pour inventer l'agriculture et la métallurgie, mais ça crée un rapport social. Et ce rapport social est un rapport de dépendance. Et donc, je crois que c'est là la grande innovation de Rousseau, à la fois par rapport au discours républicain, au sens Pocockien, hein, au discours républicain traditionnel, mais aussi par rapport à ce qui est en train de se faire en Écosse à peu près au même moment, d'avoir un modèle de la division du travail qui est un modèle social et qui n'est pas un modèle technique. Et c'est comme ça que Rousseau va montrer que cette division du travail, ça n'est pas un gain en productivité, ce qu'on sait depuis Platon, hein, mais c'est aussi un accroissement de la dépendance. Et de ce point de vue-là, moi, si j'osais comparer deux textes, je comparerais l'idéologie allemande et le discours sur l'origine de l'inégalité. Alors, je suis en train de prendre trop de mon temps. Je vais passer à ma dernière partie. J'ai quoi 5 minutes? Oui. Bon. Alors, pour terminer sur ce deuxième temps, je dirais que, bon, je vous disais tout à l'heure, mais au fond, dans l'article Économie politique, Rousseau reprend ce qui avait été le geste de Locke, lui-même reprenant le geste d'Aristote, en disant il ne faut pas confondre, alors je joue volontairement sur le sens du mot, l'économie et l'État. Or, je crois que c'est un geste, et là je serais d'accord avec ce qu'Yves Vargas a dit au début, au sens où c'est aussi le geste que fait Hegel dans les principes de la philosophie du droit. Il ne faut pas confondre la société civile, il ne faut pas instrumentaliser le gouvernement au service de la société civile. Et je crois que le geste philosophique de Rousseau est un geste de philosophie politique, qui est dire il ne faut pas confondre l'économique et le politique, il faut inverser les rapports. Et alors, j'en viendrai dans un dernier temps, et j'irai très vite, parce que je pense que Céline a beaucoup apporté là-dessus, mais à ce moment-là, c'est quoi l'économie politique ? Alors, je repartirai moi, ce qui me frappe quand je lis Rousseau, et que ce soit économie politique ou économie domestique, ce qui me frappe aussi bien au niveau donc, de l'économie politique dans le gouvernement, dans la considération sur le gouvernement de Pologne, que l'économie domestique dans le domaine de Clarens, c'est que dans les deux cas, ce que Rousseau nous présente, c'est la possibilité de choisir. Et je crois que ça, c'est ce que nous avons le plus de mal à comprendre aujourd'hui, où tout le discours économique, c'est de dire qu'il n'y a pas le choix. Hein, et on l'a entendu de tous les côtés, de toute la façon. Alors, je reprends un passage auquel Yves Vargas avait fait référence, qui est l'adresse aux Polonais. Hein. Voulez-vous, leur demande-t-il, devenir brillant, redoutable et influer sur les autres peuples de l'Europe? Vous avez leur exemple. Ou aimez-vous mieux former une nation libre, paisible et sage, qui n'a peur ni besoin de personne, qui se suffit à elle-même et qui est heureuse
alors il faut prendre une méthode toute différente. Moi, ce que je trouve surprenant et qui me semble qu'il faut entendre, vous imaginez quelqu'un dire ça en ce moment, à je ne sais pas quel État, en disant vous voulez rentrer Non, il n'y a plus de choix. Hein. Et je crois que si Rousseau peut nous aider à penser quelque chose, c'est un choix. Et je reviendrai aussi sur ce que disait Céline, mais pour aller très vite, parce que bon, elle m'a donné tous les éléments sur lesquels je vais pouvoir conclure très vite, sur Clarens. Quand Madame de Volmar, Julie, explique, mais elle est Madame de Volmar à ce moment-là, explique à Saint-Preux ce qu'est, disons, la bonne gestion du domaine, l'économie au sens classique, au sens aristotélicien, je veux dire. Elle dit, nous avons réfléchi sur ce que nous pouvions faire, et donc nous avons choisi. Et c'est ce choix qui met de l'air dans la réflexion sur l'économie. Alors je terminerai simplement, mais je ne développerai pas, parce que moi aussi je vais faire ma provocation, en disant, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas conseiller aux théoriciens de la décroissance de lire un petit peu Rousseau et le domaine de Clarens, en ce sens que ce que Céline, tout à fait à propos, de façon parfaitement pertinente, appelle l'art de jouir de Julie, et qu'elle a fort bien présenté. Je cherche l'expression que donne précisément Julie. Je vous donnerai ma propre maxime, mais où elle parle d'avarice. Elle dit pour jouir de bien de quelque chose, il ne faut pas être dans l'excès, il faut être dans le manque. Alors, je résumerai ça, moi, par une formule que je reprends à mon compte. Je la reprenais à mon compte, puis j'ai découvert qu'elle était dans Rousseau, en fait, qui est, je dirais, le meilleur goût, c'est le goût de trop peu. Alors, pour que la formule soit possible, il faut effectivement qu'il y ait de l'abondance. Et donc, de ce point de vue-là, il est bien évident que si on disait le meilleur goût, c'est le goût de trop peu à des gens qui n'ont pas la suffisance, c'est purement obscène. Donc, ça suppose effectivement l'abondance, mais ça suppose une modération et aussi ce qu'a bien montré Céline, c'est pas du tout un ascétisme. C'est pas du tout un ascétisme en ce sens que c'est bien un art de jouir et que lisez Mary Wollstonecraft, lisant Rousseau et étant absolument scandalisé. Et quelque chose que Mary Wollstonecraft ne peut pas comprendre, c'est qu'on peut être à la fois aimer le plaisir et être vertueux. C'est nécessairement contradictoire. Rousseau dit que ça n'est pas contradictoire. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que c'est peut-être à la recherche de ça que sont les théoriciens de la décroissance, parce qu'ils ne veulent pas un ascétisme généralisé. Alors, il y a dans cet épicurisme du peu maîtrisé. Alors, je terminerai simplement, personnellement, je ne suis pas une adepte de la décroissance, donc je ne vais pas lancer Rousseau dans cette aventure peut-être douteuse, en ce sens que, et je terminerai sur, je ne pense pas qu'il y ait une leçon politique dans la nouvelle Héloïse, en ce sens que ce choix reste un choix purement individuel, effectivement fait dans cette société très intime qu'est la société de Clarens, donc il est partagé, mais ça serait, me semble-t-il, absurde de penser qu'il peut être généralisé ou qu'il peut être d'une façon ou d'une autre imposé comme un choix politique. C'est-à-dire, et je terminerai là-dessus, si j'en reviens à la question de l'éthique et de l'économie, je dirais que sur ce point, Rousseau ne revient pas en arrière sur la querelle du luxe. Il me semble que la querelle du luxe a introduit quelque chose qui est l'idée du pluralisme moral, qui est l'idée que chacun peut aller au bien tel qu'il le conçoit. Et je crois que de ce point de vue-là, la communauté telle qu'elle est présentée comme Clarens a une vision du bien, mais elle ne cherche pas du tout à l'imposer. Bien, écoutez, on peut aussi vous féliciter tous les trois d'avoir
été aussi économe de votre temps et donc ménager, d'avoir su, pour notre plaisir justement, ménager le trop peu. Et donc voilà, on a un bon quart d'heure pour débattre des nombreuses suggestions qui peuvent naître de ces trois propos, dans leur convergence et leur divergence affichée. Oui, il y a une question à droite. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors moi, j'aimerais intervenir sur ce que vous avez dit, Madame Larère. Oui, merci. Pardon. En fait, par rapport à ce que vous avez dit sur la nouvelle Héloïse, je suis quand même un peu en désaccord avec vous parce qu'il me semble, mais c'est vrai que j'extrapole un peu, que ce qu'on trouve dans la nouvelle Héloïse, c'est quand même quelque chose que Rousseau va développer, je dirais un peu de manière idéale. Enfin, développer, c'est pas le bon mot, plutôt illustrer avec ce qu'il dira dans la lettre d'Alembert et toujours au sein de la nouvelle Héloïse à propos de la lettre sur le Valais. Lorsqu'il parle de ces communautés montagnardes en Suisse, et où il institue quand même, surtout dans la lettre d'Alembert, où il parle quand même de ces familles qui vivent côte à côte dans une sorte d'économie morale, etc. Et c'est ça, et si on met ça en rapport avec ce qu'il dit avec sa contestation qu'il a par rapport aux villes, notamment par rapport à Paris et cette concentration industrielle, il me semble qu'il y a là, chez Rousseau, un modèle alternatif qui n'est pas, je dirais, expliqué économiquement, mais qui est néanmoins illustré d'un point de vue, je dirais, en tout cas, pictural. Voilà, je m'arrêterai là. Oui, non, l'objection est tout à fait intéressante. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. L'utopie des montagnons dans la lettre à d'Alembert me paraît, comment dire, il faudrait reprendre j'allais dire l'économie, la distribution générale. Il me semble que ça rentre dans ce que j'ai essayé de dire quand Rousseau dit on a le choix. Il n'y a pas un modèle nécessaire. C'est une chose. Deuxièmement, ce que je veux dire pour Clarens, c'est que Clarens est un roman, il y a une pluralité de voix. Personne n'est le porte-parole de Rousseau, surtout pas M. de Volmar. Et donc, si on prend l'hypothèse un peu interprétative que Volmar est Helvétius, c'est certainement pas la position de Rousseau. Donc, de ce point de vue-là, je crois que le statut des idées proposées je pense que c'est faire une erreur d'interprétation de penser qu'on peut utiliser la nouvelle Héloïse comme on utilise le contrat social. Je crois que c'est différent. Et c'est pourquoi, si vous voulez, je renvoyais ça à une conception du pluralisme moral. Quand je disais ça ne peut pas être imposé autoritairement, c'est là que je pense que, Rousseau n'est pas Kant et il y a encore moins Rawls, bien évidemment, mais je pense que Rousseau n'est pas dans une réflexion où on va imposer autoritairement un modèle moral. Or, alors, il faudrait reprendre une théorie de l'utopie pour l'être à Alembert. Il me semble que, dans un passage dans les écrits sur l'abbé de Saint-Pierre, Rousseau a une très belle phrase où il dit « Seule l'ignorance mesure le possible sur l'existant ». Et je crois que le rôle de l'utopie, c'est de penser le possible et de penser la pluralité des possibles. Et on peut prendre les montagnons de la lettre à Alembert pour ça. Pour autant, c'est pas, une proposition de modèle qu'on pourrait adapter. Pour ça, je faisais cette référence aux décroissants, parce que les décroissants, ils vous disent il faut construire des villes de façon à ce qu'on puisse plus utiliser de voitures. Je ne crois pas que Rousseau aurait dit ça. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le modèle moral que représente l'art de jouir de Julie.
c'est un modèle moral, c'est pas forcément une morale universalisable, me semble-t-il. Si vous voulez, ce qui est intéressant, si je peux rajouter rapidement quelque chose, ce qui est intéressant, c'est Mirabeau, lisant la Nouvelle Héloïse, se dit, ça y est, on a un physiocrate. Hein. Le circuit court, hein, la campagne contre la ville, le circuit court de la consommation contre les circuits longs de l'échange. Et Mirabeau va voir Rousseau, et Rousseau lui dit, mais non, pas du tout, moi, votre truc, pas pour moi. Hein. Et je crois que Rousseau... Oui, non, mais tout le monde est libre de lire les gens comme on veut. Hein. Mais je ne pense pas que c'était la vision de Rousseau. D'autres questions ou interventions? Céline, tu veux... Peut-être, s'il n'y a pas immédiatement d'autres questions, je saisirai volontiers l'occasion pour un droit de réponse. Bien sûr. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire que Rousseau est l'inventeur d'une formalisation ou d'un modèle du choix rationnel tel que le théoriseront les théoriciens du XXe siècle, et en particulier Gary Becker, hein, évidemment. La thèse un peu provocatrice que je voulais défendre, c'est différent. Là où je suis complètement d'accord avec vous, mais je l'ai rappelé au début de mon exposé, c'est sur le fait qu'il y a une séparation des sphères. Donc ça, on est parfaitement d'accord. Rousseau est on ne peut plus clair. Hein, il y a la famille et il y a l'État. Et il y a quelque chose qui se met entre les deux, qui est la société civile, qu'il n'appelle pas comme ça, bien évidemment. Il pense l'émergence de la société civile, et en particulier dans les milles, avec la division du travail. Ouais. Donc ça, complètement d'accord. Mais je ne pense pas que de cette séparation des sphères, on puisse conclure le fait qu'il n'y a pas une arithmétique des plaisirs et des peines dans le domaine moral, ou que Rousseau ne mette pas en lumière une théorie des valeurs économiques et des valeurs éthiques. Ce qui est ce que je voulais dire. Et je voudrais juste donner une citation que je n'ai pas eu le temps de lire, si vous me permettez, où on voit très bien ce jeu, me semble-t-il, assez subtil, hein, que joue Rousseau quand même. Hein. C'est toujours dans l'une de ses lettres. Et Rousseau écrit à propos du fait qu'on embauche les gens du cru, hein, du pays, plutôt que de faire venir des gens d'ailleurs, hein, même s'ils étaient plus compétents, plus robustes et voilà, plus vigoureux. Rousseau écrit, si l'on perd quelque chose à ne pas prendre toujours les plus robustes, on le regagne bien par l'affection que cette préférence inspire à ceux qu'on choisit, par l'avantage de les avoir sans cesse autour de soi et de pouvoir compter sur eux dans tous les temps, quoiqu'on ne les paye qu'une partie de l'année. Donc, voilà, c'est un jeu subtil que certains diront pervers, mais où on voit bien qu'il fait intervenir, voilà, à la fois la préférence, l'affection, l'attachement, et en même temps le fait que, voilà, on peut compter sur eux, et donc finalement, en un sens, nous dirions peut-être les exploiter. Oui, ça, il y a des choses à dire là-dessus. Il me semble que Rousseau est quelqu'un qui a un art énorme de retourner les mots contre les autres. Hein. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'ai commencé en disant attention, hein, il n'est pas économiste, mais il connaît bien. Hein. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il a lu, parce que c'est... mais bon, il a lu Melon, par exemple, visiblement. Hein. Et donc, l'idée de Melon que le calcul s'étend à toute chose, y compris morale, c'est quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Hein. Et il me semble que dans les passages que vous venez de citer, il a l'art de reprendre ce vocabulaire comptable et cette ambiguïté de la valeur qui est en train de gagner et de le retourner contre ceux qui l'utilisent. Hein. Si on reprenait, je la cite de mémoire, la phrase de Melon, hein, le calcul envahit tout, il s'étend jusqu'aux choses morales, on va redissoudre le calcul dans la morale, dit Rousseau, en prenant du non quantifiable. Hein, l'affection, ça ne se quantifie pas. Donc, je me demande si c'est bon, parce qu'à un moment, vous avez fait une citation, alors c'est quelque chose aussi qu'on voit dans les textes, qui est le trésor. Il faut prendre en compte les métaphores, hein, et
c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans la discussion qu'il y a sur l'argent espagnol du XVIe au XVIIIe siècle, et où on joue beaucoup sur le sens direct du terme trésor, l'amador sur lequel l'Espagne et auquel un certain nombre de gens répondent en disant « mais le vrai trésor du prince, c'est l'affection de ses sujets ». Donc il y a cette possibilité de reprendre en métaphore des termes qui permettent de passer d'un domaine, et je pense que Rousseau, qui a quand même un sens de la langue assez extraordinaire, joue un peu là-dessus. Yves Vargas. C'est bon. Justement, dans ce débat, dans mon intervention, j'ai fait en sorte de ne jamais citer la Nouvelle Héloïse pour ne pas intervenir dans votre débat. Parce que je crains d'être à côté. En 2 mots, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne crois pas qu'il y ait des sphères chez Rousseau. Et que les métaphores dont vous parlez sont justement des passages de concepts sous des vêtements étranges. Rousseau présente par métaphore ces concepts. Je vais à la Nouvelle Héloïse. La Nouvelle Héloïse me paraît être non pas un choix, mais un fait de théorème, un peu comme le contrat social. C'est ça ou rien. Si on veut qu'un système soit bon, c'est ça ou rien. On n'a pas le choix. On peut toujours choisir mal. On peut toujours choisir mal. Dans ce cas-là, ça ne sera pas bon. C'est un modèle politique, à une condition que je vais donner rapidement. Politique, on le voit très bien. La monnaie est évacuée, c'est un système agricole. On choisit les gens du cru, les patriotes, ceux qui se connaissent. Il ne s'agit pas de faire un système économique, un système avec des étrangers. Rousseau n'aime pas les étrangers. Tout y est dans le détail. Il y a un seul problème qui se pose, c'est les domestiques. Où est le peuple? Dans cette famille, où est le peuple? Parce que les domestiques sont exactement élevés comme le gouvernement doit élever le peuple. C'est-à-dire lui faire vouloir ce qu'il doit vouloir. Lui faire vouloir la vertu, même s'il ne la veut pas. Lui faire aimer la patrie, même s'il ne l'aime pas. Cette manipulation vertueuse des citoyens, on la retrouve mot pour mot dans la façon d'élever les domestiques. Mais alors, c'est une tyrannie, à une seule condition, qui est une hypothèse que j'avance, sur laquelle je n'ai pas encore écrit. C'est que Julie n'existe pas. Julie n'existe pas. Tout le monde bouge dans l'Héloïse, tout le monde voyage, tout le monde fait quelque chose. Il y en a une qui ne bouge jamais, qui est toujours sur place, qui ne fait pratiquement rien, et tout tourne autour d'elle. Elle n'existe pas, elle est le référent absent. Elle est quoi? Elle est la patrie. Cette chose qui n'existe que parce qu'on l'aime. Si on prend cette hypothèse, c'est-à-dire si on bouleverse les métaphores, alors il n'y a pas de sphère. Alors ce qui se passe dans la famille de Clarens, c'est exactement une république bien ordonnée. Mais j'avoue que l'hypothèse selon laquelle nous allons annuler Julie, que de toute façon à la fin de l'histoire sera de toute façon annulée, tombera dans le vide, au sens propre du terme, si on prend cette hypothèse, alors tout le système de l'analyse se reconstitue, mais je m'arrête là. Bien, écoutez, on va s'arrêter là aussi parce que c'est l'heure. Sur cette Julie qui tombe dans le vide, mais si elle est absente, donc c'est un vide qui tombe dans le vide. Donc bon, on arrive là sur la spéculation. Merci beaucoup à nos 3 conférenciers, à nos 2 conférenciers, à notre conférencier, et merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve mercredi prochain.